D'abord, ça a été un honneur pour moi d'être Premier ministre pendant 5 ans et d'être pendant 5 ans toujours loyal au président de la République. Mais c'est aujourd'hui pour moi un honneur que d'être candidat à l'élection présidentielle pour présenter un projet qui, de mon point de vue, est le seul capable de redresser notre pays. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la présidence que je veux exercer, c'est d'abord une présidence digne. François Hollande a abaissé la fonction présidentielle. Il l'a abaissé en intervenant à tort et à travers. Il l'a abaissé en étant incapable de faire des choix. Il l'a abaissé gravement récemment en confiant des secrets défense à des journalistes, ce qui, de mon point de vue, le disqualifie. Donc je serai déjà le contraire de ce président-là. Je veux ensuite être un président intransigeant avec le respect de la parole donnée aux Français. Je veux être un président respectueux des institutions, parce que ce qui fait la différence entre une république bananière et la République française, c'est notre Constitution et son respect. Et enfin, je veux être un président intraitable sur la souveraineté nationale. Aussi bien quand elle est attaquée par nos ennemis, cela va de soi, que quand elle est mise à mal par nos propres alliés. Quels moyens spécifiques pour reconduire ces personnes, soit les migrants économiques, soit les déboutés du droit d'asile, dans leur pays? Est-ce qu'il faut un corps spécifique à la police et des moyens spécifiques? Le droit d'asile est aussi ancien que la chrétienté, il doit être respecté. Mais l'immense majorité des personnes qui étaient à Calais ou ceux qui sont aujourd'hui à Paris ne sont pas en réalité des demandeurs d'asile. Et la question qui est posée, c'est une question d'urgence. Il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués qui sont des sujets de long terme, mais il y a une question d'urgence. Est-ce que la France peut continuer à accueillir des étrangers en nombre sans qu'il y ait des tensions sociales très fortes dans notre pays? Et ma réponse, c'est non. Et donc il y a deux questions à régler que le gouvernement n'a pas réglées. Il y a une question de frontières. Il faut que les frontières européennes fonctionnent. Quand on va aux États-Unis, on met 2 heures à passer les contrôles de police. Et pas parce qu'il n'y a pas de personnel derrière le comptoir. Parce que c'est une vraie frontière. Donc il faut demain que les frontières européennes, on mette 2 heures pour les passer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que tous les déboutés du droit d'asile, tous les clandestins soient reconduits chez eux. Avec des moyens spécifiques, c'était ma question. Ça veut dire des moyens spécifiques, ça veut dire que l'aide au développement doit être conditionnée à la coopération des pays qui doivent accueillir leurs propres ressortissants, et ça veut dire que la France doit avoir une diplomatie extrêmement ferme avec ces pays qui, on le sait, sont très réticents à accueillir de nouveau les personnes qui ont quitté leur territoire. Je voudrais dire que ramener la question de l'insécurité et des conditions de travail des policiers à la seule question des effectifs, c'est une impasse. C'est exactement comme dire qu'il faut plus d'enseignants pour que l'école aille mieux. On a vu qu'il y a 60 000 enseignements de plus, l'école va pas mieux. Je ne regrette pas des décisions qui sont des décisions qui ont été prises parce qu'elles étaient nécessaires. Et d'ailleurs, dans l'état où sont les finances publiques de notre pays, personne ne créera 50 000 postes de policiers. La question qui est posée, c'est est-ce que les policiers ont les moyens de travailler? Je vais vous dire ce que c'est que la vie d'un policier. Il arrête un voleur dans la rue. Il l'amène au commissariat. Il va devoir rédiger 12 procès-verbaux de procédure avant de pouvoir commencer à l'interroger, et le tout dans un studio de télévision, puisque désormais tout est filmé. Et si il réussit à élucider l'affaire et que la personne va devant le tribunal, elle a toutes les chances de ne jamais accomplir sa peine. Si vous regardez ce qui se passe chez nos amis anglais ou nos amis allemands, ils ont moins de policiers par habitant que nous. En revanche, ils ont beaucoup plus de juges et beaucoup plus de places de prison. Donc c'est là que l'effort doit être porté. Il doit être porté pour alléger les charges qui pèsent sur les policiers, notamment cette bureaucratie et cette procédure qui les empêche de travailler. Il faut que les polices municipales soient complètement intégrées dans le dispositif et qu'elles deviennent des vraies polices de proximité. Vous voulez même et enfin, armer, il faut des juges. Vous voulez même armer, François non seulement je veux armer la police privée, en quelque sorte, les agents de sécurité. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? La police municipale. Je veux que, dans certains cas, pas toujours, je veux que ça soit systématique. Je veux une police municipale à Paris et je veux que les policiers municipaux puissent faire des contrôles d'identité. En revanche, j'ai dit que les personnels, les 240 000 ou 250 000 personnes qui travaillent dans les sociétés de sécurité doivent pouvoir prendre le relais des policiers pour toutes les gardes statiques. De même qu'il y a 20 000 policiers qui sont employés en France à des tâches administratives. Je voudrais préciser deux choses. D'abord, il y a des endroits où il n'y a pas assez de policiers et il y a des redéploiements à faire. J'ai parlé des 20 000 policiers qui sont occupés à des tâches administratives. Deuxièmement, on est dans un pays où on travaille 35 heures, je le rappelle.
Et enfin, il y a la question des finances publiques que personne ne pourra éluder. François Fillon, vous proposez l'expulsion et la déchéance de la nationalité pour tous les djihadistes de retour, sans juridiction d'exception, en vous fixant sur l'article 4 du Code pénal. Mais on a un peu de mal à comprendre. Ils seraient apatrides. C'est très simple. Ces personnes ont choisi de tourner leurs armes contre la France. Ce sont des combattants. Et nous sommes en guerre contre eux. Et donc il faut, chaque fois qu'on peut, les éliminer et leur interdire l'accès au territoire national en leur retirant la nationalité. Qu'il soit une double nationalité ou pas une double nationalité, c'est prévu dans la loi française. C'est le Front populaire qui avait mis en place cette disposition. Et il faut passer avec la Turquie en particulier et les pays riverains les accords nécessaires pour qu'on ne laisse pas monter dans des avions, qu'on ne laisse pas emprunter les frontières à des personnes. Ça se négocie, on est dans une coalition, on est en train de combattre, non pas Daesh, comme vous dites, parce que ça c'est un mot arabe que je ne comprends pas, mais l'État islamique. Et derrière l'État islamique, qu'est-ce qu'on combat? La réalité, c'est que nous sommes en présence d'un phénomène totalitaire, qui ne concerne pas d'ailleurs seulement l'État islamique, qui concerne les talibans en Afghanistan, qui concerne des forces aujourd'hui qui sont à l'œuvre pour déstabiliser le Pakistan, le Yémen, la Libye, qui descendent à travers le Sahel jusqu'au Nigeria, et donc ce sont des forces qui représentent une menace durable pour le monde entier et pour la paix dans le monde. Et face à ces forces, il faut une coalition mondiale, il faut, je l'ai dit plusieurs fois, s'allier avec les Russes, s'allier avec tous ceux qui sont en mesure de les combattre, et ne faire aucun sentiment avec les Français qui sont partis nous combattre. S'il y a des apatrides, la France n'a pas ratifié la Convention sur l'apatridie, et donc honnêtement ça concernera quelques dizaines de djihadistes qui sont partis nous combattre, ça ne m'empêchera pas de dormir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre des conditions à nos relations avec le Qatar et l'Arabie Saoudite? Il faut évidemment parler avec tout le monde. Voilà. Et il est assez étrange de voir qu'on parle plus avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui qu'avec la Russie. Mais il faut aussi considérer que l'Arabie Saoudite, pour des raisons historiques, a une responsabilité particulière dans la montée de cet intégrisme qui débouche sur ce que j'appelle le totalitarisme. Le wahhabisme est à l'origine, pour une large part, de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc on ne peut pas négliger ça. Il faut discuter beaucoup plus fermement avec l'Arabie Saoudite, il faut la mettre devant ses responsabilités, il faut qu'elle soit au pied du mur sur la réalité de son influence, pas de l'influence du gouvernement saoudien, mais de l'influence de la religion wahhabite, de l'influence de la société saoudienne sur cet intégrisme. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'a dit Nathalie Kosciusko-Morizet tout à l'heure sur le financement du culte musulman en France, il n'y a pas besoin d'argent public pour le financement du culte musulman en France. Et il n'y a pas de financement public de la religion catholique, contrairement à ce que tout le monde raconte. Il faut être très prudent avec les institutions, car si on ne les avait pas, elles ont plein de défauts, c'est certain, mais si on ne les avait pas, je ne sais pas dans quelle situation serait notre pays aujourd'hui. En tout cas, c'est certainement pas François Hollande qui le gouvernerait, car il n'a aucune majorité, et nous serions sans doute dans une situation proche de l'insurrection, puisque aucune majorité ne serait capable de se dégager. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire de cette histoire de mandat unique une réforme constitutionnelle. Chacun fait ses choix. Je pense qu'il faut mettre toutes les forces dans la bataille pour engager une transformation très profonde de notre pays, qu'il faut prendre tous les risques, qu'il faut prendre le risque d'être très impopulaire, et on verra bien par la suite. Mais moi, je choisis de ne pas toucher aux institutions, même si j'en connais les défauts, parce que je pense que la priorité absolue, c'est de redresser l'économie française, c'est de redonner du travail aux Français, c'est de leur redonner du pouvoir d'achat. Et compte tenu de notre démocratie, on ne fera pas les deux ensemble. Donc la réforme des institutions, ça sera pour mon chômeur, 100% de dette, le totalitarisme islamique qui frappe à notre porte, et le sujet majeur de la campagne des primaires, c'est le sort du maire de Pau. C'est le retour à la République des partis, c'est le retour aux petits arrangements électoraux. Moi, je ne rentre pas dans ce pugilat. Moi, je veux passer un contrat, non pas avec François Bayrou ou avec le Centre, mais avec les Français. Et une fois que les Français m'auront fait confiance sur ce contrat, ni François Bayrou, ni personne d'autre ne pourra y redire. Et je vais vous dire, c'est une politique qui marche, ça s'appelle juste le gaullisme. Pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il y ait un petit nombre de ministres, 15, pas un de plus, et que ces ministres aient une caractéristique très originale, qu'ils soient compétents.
c'est-à-dire qu'ils aient une autorité Vous en aviez des pas personnelle. compétents dans votre Je trouve que ça gouvernement s'aggrave de plus en plus. Si on regarde le début de la Ve République et la situation d'aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres qui sont là pour des raisons politiques, pour des raisons partisanes, qui sont là pour faire de la communication, mais qui n'ont pas l'autorité personnelle et l'autorité morale, en particulier pour engager des grandes réformes et des réformes difficiles. Et pour avoir cette autorité personnelle, il faut des hommes ou des femmes politiques qui aient cette assise, qui aient cette histoire, qui aient réalisé des choses, mais il faut aussi des hommes et des femmes qui viennent de la société civile. Et c'est ce que je ferai. Mon gouvernement sera un gouvernement paritaire. Il ne sera pas seulement paritaire entre les hommes et les femmes, il intégrera largement la société civile. L'ouverture que je propose, moi, c'est une ouverture au talent. Mais vous demanderez aux Français de toutes les familles politiques de venir vous rejoindre et après vous dites je ne veux pas de vous, Je ne demanderai pas à de personne de députés, venir me rejoindre, je proposerai aux Français un projet et les Français voteront sur ce projet. Et c'est ça que vous avez beaucoup de mal à comprendre parce que ça fait 2h30 qu'on est ici et on n'arrête pas de parler de politique politicienne. On n'arrête pas de parler d'arrangements électoraux et je pense qu'on n'a pas parlé la moitié du temps du projet pour redresser le pays. La question qui est posée, c'est comment on fait pour redresser la France. Pour redresser la France, il faut un programme énergique et assez radical. Vous avez chacun 1 minute pour nous répondre à cette question. Pourquoi vous choisir, vous? Et l'ordre a été tiré au sort. François Fillon est le premier. La France se perd et s'abîme dans des querelles intestinées. Le débat de ce soir l'a encore montré. Alors moi, je veux être le président qui travaille pour les Français. Pas pour son camp, pas pour ses amis, pour les Français. Je veux être le président qui travaille pour permettre aux Français d'améliorer leur vie. Je veux être le président qui travaille pour permettre aux Français d'aller au bout de leurs projets et de leurs rêves. Je veux être le président qui permet aux Français de se saisir du progrès pour améliorer la condition humaine. Et je veux être le président qui permettra aux Français de mieux vivre ensemble, de réussir ensemble, parce que notre unité, c'est notre bien le plus précieux. Alors, je dis, ne vous laissez pas abuser par la dictature des sondages et par celle des médias qui voudraient choisir à votre place. Le 20 novembre, choisissez le candidat qui correspond le mieux à vos aspirations. Choisissez la détermination sereine, choisissez la rigueur, choisissez l'honnêteté.